Alors, donc on se retrouve pour cette question de la culture et du grand âge, que ce soit en EHPAD ou dans le domicile. On va commencer, hein, même si Joanne n'est pas encore là. Et déjà, une question très globale, moi, que je voudrais poser à Magali David. Hein, comment est-ce que justement le ministère de la Culture construit la politique culture santé? J'imagine que c'est santé au sens large, puisque ça concerne aussi le médico-social au niveau national. Et comment on met en place un projet culturel en EHPAD? Oui, alors, c'est une très vaste question, hein, désolé. Oui, déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci à la FNADEPA pour son invitation. Je suis ravie d'être là et j'ai vu qu'il y avait une ambiance de folie. Donc, Et vous n'étiez pas là hier soir, hein, parce que... Oh, mais j'imagine, quand je vois comment c'était la journée, j'imagine le soir. Non, c'est vraiment très chouette d'être avec vous. Et donc, pour vous donner une idée de où je parle, je pense que certains connaissent bien le ministère de la Culture. Je sais que certains font déjà des demandes auprès des DRAC et des ARS pour les appels à projets culture et santé. D'autres connaissent moins. Donc, rapidement, ministère de la Santé, une administration centrale, des DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, donc en région, et des établissements publics. Donc moi, je travaille à la centrale, on appelle ça la centrale à Paris. Et donc, je suis pilote de la politique publique nationale culture et santé. Et je crois que ma collègue de la DRAC Nouvelle-Aquitaine arrive. Oui, elle est là. Elle a passé quand même des heures. Elle a passé, je pense, 4 heures dans le train pour venir vous voir aujourd'hui. Donc, c'est super chouette. Merci. Du coup, on peut l'applaudir bien fort, hein, parce qu'elle vient de loin. Donc, voilà, bienvenue. Salut Joanne. Ça va mieux là D'accord. Bon, allez, maintenant vous êtes là et tout est oublié. Ok, merci d'être là. Donc, pilote de la politique publique culture et santé au national. Mon travail, c'est de gérer le partenariat avec le ministère de la Santé. Ministère de la Santé très large, hein, offre de soins, santé publique, cohésion sociale, pôle santé ARS. D'animer donc le réseau des conseillers DRAC, qui sont référents santé handicap. Joanne vous parlera un peu plus de la politique culture santé territoriale. Je pilote aussi les mesures culture des feuilles de route interministérielles. Récemment, on vient de sortir un guide à destination des établissements culturels pour un meilleur accueil des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement. On parlait tout à l'heure de ces personnes dans la dernière table ronde. Et puis, je suis le lien avec donc, les partenaires nationaux, APF, France Handicap, la FNADEPA maintenant, et j'en suis ravie. On était sur le salon Santexpo récemment. Enfin bref, voilà. Et donc, cette politique culture-santé, donc santé au sens large, effectivement, elle est cadrée par une convention nationale qu'on signe entre ministère de la Culture et ministère de la Santé. Il y a 3 chiffres que vous pouvez retenir. Ça fait 25 ans qu'il y a un cadre pour cette politique publique. Première convention signée avec le ministère de la Santé en 1999, deuxième convention en 2010, et là, guettez bien les infos, normalement dans quelques semaines, il y a une nouvelle convention qui sera signée entre les 2 ministères. Donc ça, c'est un peu le teaser, j'espère que ça va se faire. Deuxième chiffre, un peu plus de 1000 projets qui sont financés, soutenus par les DRAC et les ARS, mais aussi par le ministère de la Culture sur des dispositifs autres dans les établissements médico-sociaux, les établissements de santé. Hier, vous avez offert un prix, enfin vous avez décerné un prix à la maison de retraite de Montpellier, maison de retraite protestante de Montpellier. C'est un projet qui a été soutenu par la DRAC Occitanie, DRAC ARS Occitanie. Et troisième chiffre, environ 6 millions d'euros donc, du ministère de la Culture pour ces projets, à peu près pareil en face au ministère de la Santé, donc environ 12 millions d'euros pour ces projets. Donc voilà, un cadre bien défini avec un cadrage national, mais aussi ensuite un pilotage territorial DRAC ARS, dont Joanne vous parlera. D'accord, on va évoquer effectivement toute l'activité DRAC au niveau des territoires, mais est-ce que si on souhaite se faire financer un projet et qu'on veut passer directement par le ministère sans passer par la DRAC, c'est possible parce que, en termes de financement ou pas? Alors en fait, donc cette politique publique, il y a 2 dispositifs qui en découlent. C'est les appels à projets.
donc dans les territoires, qui sont pilotés par les DRAC et les ARS, et un fonds accessibilité qui, là aussi, est piloté uniquement par la DRAC cette fois-ci, et qui est pour les établissements culturels pour permettre une meilleure accessibilité dans les établissements culturels. Donc nous, au niveau de la centrale, on est vraiment sur un cadrage de politique publique, et cette politique, en fait, on l'a construite donc grâce au retour des DRAC et des ARS, mais aussi grâce au retour de nos partenaires nationaux, hein, mais aussi grâce à vous, parce que la plupart du temps, justement, quand on se déplace, l'idée, c'est aussi de venir échanger avec vous. Hier soir, j'ai échangé avec des collègues à vous qui sont dans Lyon, et on parlait de leur travail dans l'établissement. Donc voilà, donc nous, c'est plutôt le cadrage de la politique publique. Aussi, on essaye de mettre en valeur ce que vous faites. Donc, du coup, régulièrement, j'ai des liens avec mes homologues européens ou prochainement là, avec le Japon. Et l'idée, c'est aussi de présenter concrètement des projets que vous menez dans vos établissements pour leur montrer en fait qu'on a une politique exemplaire, puisqu'il faut que vous sachiez qu'en ce moment même, il y a un groupe de travail européen sur culture et santé. Et donc, tous les États membres se réunissent pour parler de la politique culture-santé dans leur pays. Et sachez qu'en France, on a vraiment une politique exemplaire. Ils regardent vraiment avec une attention importante ce que vous faites dans vos établissements. D'accord. Ça veut dire que une délégation de la maison de retraite protestante de Montpellier peut partir au Japon d'ici demain, quoi, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, j'ai les billets dans mon sac. On va en parler à Elsa. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, Joanne Perras, conseillère action culturelle territoriale au sein de la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup d'être présente. En fait, vous arrivez vraiment à point parce qu'on vient à peine de commencer. Moi, on a vu le cadre national, en tout cas, comment s'élaborent, se pensent en fait les politiques culturelles qui vont ensuite soutenir en fait tout ce qui va se passer en EHPAD ou à domicile dans le secteur médico-social. Les DRAC dans ce cadre-là ont une place absolument centrale. Comment justement ça à l'échelle du territoire, comment tout ça se décline comme ça, comment tous ces projets se mettent en place? Bonjour à toutes et tous. Donc, en effet, la politique culture et santé dont vous a parlé Magali, elle est mise en place à l'échelon territorial par les services déconcentrés des ministères engagés dans cette politique interministérielle. Donc, en effet, par la DRAC pour le côté ministère de la Culture et puis par les ARS pour tout ce qui relève de la santé, dans le cadre de conventions régionales qu'on signe conjointement, qu'on construit autour de ces enjeux communs. Et ensuite, ça se décline en dispositifs spécifiques, la plupart du temps dans le cadre d'appels à projets auxquels peuvent être également associés, et c'est également le cas des conventions régionales, je le précise, les régions. Selon les territoires, les régions sont également associées à cette politique régionale culture et santé. Donc l'idée, c'est que chaque DRAC, en fait, en fonction des spécificités du territoire, en fonction de la réalité des structures culturelles qui s'y trouvent, des missions qu'elles portent, des enjeux qui sont identifiés, va décliner avec l'ARS et éventuellement avec la région une politique spécifique. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, ça prend la forme essentiellement de 2 appels à projets. Un appel à projets sanitaire, donc pour tous les établissements sanitaires. Dans ce cadre-là, sont accompagnés tous les EHPAD, enfin ceux qui le souhaitent rattachés à un établissement sanitaire, et un dispositif pour le médico-social, où là on est davantage sur des projets à destination de la jeunesse, mais avec possibilité de projets intergénérationnels, et donc aussi avec des établissements pour personnes âgées, et donc des EHPAD dans ce cadre-là, mais plutôt pour des projets de collaboration. Alors après, vraiment, c'est de façon très générale, et vraiment préciser que les choses se déclinent. Il y a bien entendu des invariants, il n'y a pas de grands changements d'une région à l'autre, mais voilà, les choses sont déclinées localement, et donc je vous invite à voir, notamment sur le site de la DRAC, généralement les informations sont accessibles, quelle forme prend en fait l'accompagnement à la politique culture et santé, quels sont les appels à projets qui existent. Je précise aussi qu'il y a dans certains départements des appels à projets qui sont portés conjointement par la DRAC avec un département, notamment à destination des EHPAD. Voilà.
D'accord, très bien. Juste une petite question comme ça, hein, mais est-ce que puisqu'on a vu l'initiative qui a été primée hier, et l'impulsion, elle vient de l'établissement, enfin voilà, il y a des rencontres, il y a des projets qui se montent comme ça. Est-ce qu'il faut forcément, est-ce que il y a certains financements accessibles qui ne passent pas par la case d'appel à projet, c'est-à-dire des choses qu'une initiative de l'établissement ou d'une structure qui souhaite mener un projet de couleur culturelle et qui peut solliciter des financements, il faut forcément passer par l'appel à projet de la DRAC. Alors, il ne faut pas forcément passer par les appels à projets de la DRAC, et les possibilités d'accompagnement sont assez larges en fait. Peut-être préciser, mais je pense que vous l'avez vu hier avec le projet qui a été primé, que ce qui est accompagné dans le cadre de ces projets culture et santé, donc de cette politique culture et santé dont parlait Magali, ce sont des projets de coopération entre une structure culturelle, enfin entre des équipes, des acteurs culturels et des établissements du soin. On est vraiment sur ces logiques de coopération, à distinguer des projets, par exemple, qui vont relever de l'art-thérapie ou des projets qui vont relever de l'animation socioculturelle, qui ne s'inscrivent pas dans les mêmes logiques et sans opposition ni hiérarchisation, mais voilà, qui sont des projets qui vont relever d'autres cadres. Là, on est vraiment sur des enjeux de partenariat entre équipes soignantes et équipes artistiques, pour le dire très rapidement, et sur des projets qui vont mettre au centre la rencontre avec un artiste ou une équipe artistique, avec un projet qui va être centré sur une démarche de transmission et de partage de la démarche artistique de l'équipe invitée. Et en fait, les possibilités d'accompagnement sont assez nombreuses, notamment parce que dans le cadre de partenariats avec les structures culturelles, il faut savoir qu'une partie des structures culturelles, qu'elles soient ou non financées par la DRAC ou en direct par le ministère de la Culture, ont dans leur mission des missions, alors pour le dire vite, de démocratisation, d'aller vers tous les publics. Et donc dans ce cadre-là, des projets sont possibles, y compris en financement sur fonds propres des structures culturelles qui ont ça dans leur mission. Je pense que vous le savez, de nombreuses structures culturelles ont des services de médiation qui sont vraiment les premiers interlocuteurs pour pouvoir exprimer les envies que vous pouvez avoir pour monter des projets culturels au sein de vos établissements, voilà, pour imaginer des choses, et également pour porter des demandes éventuellement dans le cadre des appels à projets. Peut-être préciser aussi deux autres possibilités, sans trop les détailler, mais les DRAC interviennent beaucoup à un endroit de contractualisation avec les collectivités territoriales et notamment avec les EPCI, les intercommunalités. Alors pour des conventions qui vont être par exemple autour du livre et de la lecture ou de l'EAC ou des conventions de développement culturel, et dans ce cadre-là sont accompagnées des programmations de projets pour favoriser la participation de tous à la vie culturelle, et donc des projets qui peuvent aussi concerner des personnes accueillies en établissement de soins. Et la spécificité de ces contractualisations, c'est que une personne au sein de l'interco est désignée pour porter l'ingénierie culturelle du contrat, et donc pour aussi accompagner là encore les projets culturels. Donc vraiment, je vous invite à voir auprès de vos intercommunalités respectives si de telles contractualisations existent, des contractualisations culturelles, voilà, avec la DRAC. Et par ailleurs, avoir en tête aussi qu'il existe dans les régions, alors pas dans toutes, dans certaines régions, des pôles ressources culture et santé. C'est le cas en Nouvelle-Aquitaine, on a le pôle culture et santé de Nouvelle-Aquitaine, mais il y a aussi Interstice en Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. Et pour identifier s'il y en a dans votre région, vous pouvez voir du côté du réseau Entre la AS à la fin, c'est ça, je crois, qui est la fédération, enfin l'association nationale de ces réseaux de pôles culture et santé, qui sont des pôles souvent soutenus et par la DRAC et par l'ARS et par la région du territoire où elle se trouve, pour être des lieux ressources et d'accompagnement, voire de financement dans certains cas où c'est le pôle qui porte l'appel à projet. Et juste pour préciser, si vous avez besoin d'avoir des contacts dans vos régions,
vous avez envie d'avoir un contact du conseiller, de la conseillère DRAC, vous avez envie de savoir effectivement s'il y a un pôle, vous n'arrivez pas à trouver le contact du pôle, vous pouvez m'envoyer un mail et moi je vous donnerai les infos et il n'y a pas de souci, on essaye d'être le plus proche possible des porteurs de projets, des acteurs de terrain, donc pas de problème, vous pouvez vous adresser à moi sans souci. Je ne l'ai pas précisé, mais les conseillers Action culturelle comme moi, on a une mission départementale, alors avec suivi de 1 ou 2 départements, et une implantation généralement dans l'ex-centre, le centre des anciennes régions, donc pour la Nouvelle-Aquitaine par exemple, Poitiers, Limoges, Bordeaux, ce qui permet quand même une relative proximité des conseillers Action culturelle. Très bien. Bon, là, on a eu énormément d'infos. Si on veut vraiment monter un projet, je pense qu'on connaît la marche à suivre. Alors justement, il y a des projets qui sont déjà à l'œuvre et qui sont des très très beaux projets, notamment le festival Épadons-nous. Donc on a la chance d'avoir eu l'administratrice de ce festival. Est-ce que, Sophie Doré, vous pouvez nous expliquer comment ce festival est né, comment il s'est développé, quels sont les bénéfices de ce festival? Vous avez la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci déjà de nous permettre de parler du festival Épadons-nous. Vous allez avoir quelques images qui apparaissent derrière nous. Le festival Épadons-nous est un festival culturel itinérant en maison de retraite qui a été créé par Adélaïde Panager, qui est une grande pianiste classique, et son compagnon Mathieu Faure, qui est directeur de projet au ministère de la Santé. Donc c'est en 2020 que leurs 2 univers professionnels se sont rencontrés, la musique et la santé. En pleine pandémie, c'est les problématiques des 2 univers, des 2 domaines de leur profession qui ont créé cette rencontre, cette idée de festival culturel itinérant à destination des maisons de retraite, car d'une part, Adélaïde, comme tout son réseau d'artistes, ne pouvait plus jouer. Et d'autre part, du coup, Mathieu relevait dans le domaine de la santé un besoin de maintenir du lien. Et donc, particulièrement au sein des EHPAD, est né donc Épadons-nous, qui rapidement a pris de l'ampleur. Le début était assez modeste, avec une dizaine d'EHPAD en 2020, qui ont reçu chacun des concerts dans les jardins, puisqu'à cette époque, on ne pouvait pas rentrer dans les établissements, bien sûr. Et donc, très rapidement, du Gard, le festival a couvert toute l'Occitanie. Et de cette ampleur, il y a eu besoin de créer une structure à part entière. C'est l'association Vieillissons. Donc aujourd'hui, c'est Vieillissons qui porte le développement du festival. Et oui, on adore les jeux de mots. Épadons-nous et Vieillissons, S-O-N. Voilà, donc c'est aujourd'hui, en ce sens, que je suis devant vous. Et pour vous expliquer, alors on va présenter un petit peu le fonctionnement du festival. Épadons-nous, c'est une programmation artistique sur toute l'année, avec 2 temps forts, un au printemps, un autre en automne. On a du coup une édition, c'est une année. Chaque édition, j'y reviendrai, a une thématique. Et donc c'est une tournée d'artistes professionnels, comme on le fait, comme je le faisais auparavant dans ma carrière, dans des salles de spectacle dédiées à la culture. Donc là, c'est des spectacles des artistes professionnels. Chaque EHPAD reçoit un spectacle d'artistes professionnels et une sélection d'EHPAD, mais on espère bientôt tous les EHPAD du festival pourront avoir en plus une série d'ateliers. Donc aujourd'hui, c'est une sélection de certains EHPAD sur la tournée du festival qui reçoit une série d'ateliers d'art, de création artistique. Donc pour une édition, c'est un peu plus d'une centaine d'établissements partenaires. Donc ça représente un peu plus d'une centaine de spectacles et à peu près 300 ateliers d'art et de création artistique. À l'issue de chaque série d'ateliers, il y a une restitution, alors elle est sous plusieurs formes, selon la pratique artistique qui a été mise en place. Ça peut être une exposition avec un vernissage, ou parfois ça va être une première partie que vont faire les résidents avec l'artiste lors de la tournée des spectacles.
Alors nos photographes et nos vidéastes, vous en avez une partie qui se diffuse derrière, couvrent tous les événements du festival, ce qui permet d'avoir vraiment une visibilité pour le grand public, mais aussi pour les familles des résidents, les familles aussi du personnel, mais on y reviendra un peu plus tard. Et donc, oui, j'aime beaucoup celle-ci. On a beaucoup de beaux moments qu'on vit avec les résidents. Donc pour revenir sur une édition, un thème. Par exemple, 2024, le thème était le mouvement, avec donc l'intervention d'artistes chorégraphes et danseurs, comme vous pouvez voir là sur les ateliers. En 2025, le thème est origine, avec des chanteurs, des chefs de chœur, des musiciens qui mettent en musique les textes choisis par les résidents. Donc ça, c'est voilà, pour voir un petit peu plus comment fonctionne le festival. Après, j'ai commencé du coup à vous dire qu'il s'est déployé, effectivement, il est né dans le Gard, très rapidement, donc ça a été une couverture de toute l'Occitanie. On parlera, si vous voulez, des soutiens. Il y a des soutiens importants. Là, par exemple, c'est l'ARS Occitanie qui a permis ce déploiement sur toute la région. Rapidement, du coup, ça a été la même chose en Bourgogne-Franche-Comté avec le partenariat du PJ, le pôle de gérontologie et d'innovation, qui porte aujourd'hui le festival dans sa région. A suivi l'année d'après Île-de-France, où chaque année on a une très très belle édition qui est en cours d'ailleurs en ce moment même. Depuis 2024, la région PACA. Et dès 2026, donc je vous le dis en avant-première, on n'a pas encore fait les communiqués de presse, mais on a 2 nouvelles régions qui vont être couvertes par le festival Epadons-nous, c'est la Normandie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est une belle extension et un projet qu'on porte à cœur, qui s'appelle tout simplement Epadons-nous plus loin, puisqu'on continue dans ces jeux de mots. Et Epadons-nous plus loin, c'est une extension du festival et de la tournée, on l'espère, sur toute la France bientôt, mais aussi aller plus loin dans la recherche du public. Et donc là, on est soutenu à nouveau par des financeurs pour développer les publics hors EHPAD. Alors, avant ça, on a mené un long travail avec les directeurs d'établissements qu'on connaît. Aujourd'hui, on a à peu près 350 directeurs d'établissements qu'on a en contact, qu'on a interrogés, savoir est-ce qu'ils voulaient, est-ce qu'ils souhaitaient, est-ce qu'ils pouvaient accueillir du public hors EHPAD, en particulier des personnes âgées du territoire, habitants proches, qui pourraient venir lors des ateliers et lors des spectacles de la tournée du festival. Je suis toujours preneuse, on est toujours preneur d'avoir l'avis d'autres directeurs d'établissements. Mais la réponse étant plutôt positive, on a mis en place depuis 1 an et demi tout un protocole. Comment est-ce que ça pourrait se faire concrètement? Et donc dès 2025, là, on va pouvoir inviter lors de la tournée du festival, que ce soit sur la série d'ateliers ou lors des spectacles, aussi des personnes âgées du territoire. Voilà. Très bien. Très pratiquement, si parmi les personnes qui nous écoutent souhaitent rejoindre ce mouvement Epadons-nous, en fait, ce festival, comment est-ce qu'on fait? On vous appelle, voilà. Avec plaisir. Oui, tout à fait. Du coup, on est sur notre site internet. On trouve facilement de quoi nous joindre, principalement par mail, c'est le plus simple. On a un petit formulaire d'inscription spontanée des établissements. On a la même chose, effectivement, aussi du côté des artistes. Donc vraiment, on marche à la rencontre. Après, et je préfère, du coup, voilà, vraiment le dire en ce sens, aujourd'hui, on ne peut pas encore aller sur toutes les régions. On assure d'abord des partenariats sur place, que ce soit avec des partenaires opérationnels ou des partenaires financiers, puisque aujourd'hui, ce ne sont pas les établissements qui financent. C'est entièrement des financements que nous allons trouver. Donc d'abord, on sécurise, on va chercher des financements sur le territoire avant de pouvoir dire aux établissements qu'on va pouvoir tourner et couvrir leurs établissements. Très bien. Vous parliez justement de le vivier d'artistes qui travaillent sur ce festival. Moi, ça m'amène à une thématique qui est importante, qui est la thématique des résidences d'artistes, justement, en établissement. Alors, Joanne Perras, justement, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les grands enjeux de la création d'une résidence d'artistes, en particulier en établissement santé médico-sociale? Comment est-ce qu'on
s'y prend pour faire vivre ce dispositif? Est-ce qu'on se dit, oh là, c'est peut-être un peu compliqué d'avoir des artistes en permanence ou pendant quelques semaines dans l'établissement? Comment ça se passe? C'est quoi les grands enjeux et comment on concrétise ce type d'objectif? Oui, alors peut-être définir un peu les différentes acceptions de cette terminologie de résidence. C'est une notion assez large. Parce que c'est une notion assez large. Alors même en DRAC, pour vous dire, entre collègues, quand on se parle avec les collègues qui suivent plutôt la création, on ne parle pas de la même chose quand on parle de résidence. Donc c'est dire, c'est quand même assez large. En fait, en termes de résidence d'artiste, on peut penser à plusieurs choses. On peut penser à la résidence d'artiste vraiment entendue au sens d'un lieu permanent, véritablement une résidence, un lieu qu'on met à disposition d'un artiste ou d'un collectif pour qu'il puisse y déployer son travail de création, ou bien un projet de résidence de territoire, de résidence mission, donc une présence artistique longue dans un établissement, et ce n'est pas exactement les mêmes logiques. Pour ce qui est d'avoir un lieu de résidence, un lieu permanent au sein d'un établissement de soins, ça existe. On a le cas à La Rochelle avec l'hôpital Marius Lacroix, qui est un hôpital psychiatrique et qui a dédié un étage qui n'était plus occupé, qui le met à disposition d'un collectif d'artistes plasticiens, donc voilà, qui ont des anciennes chambres qui ont été réaménagées et qui sont leurs espaces de travail. Et dans ces cas-là, le collectif et l'hôpital se sont mis d'accord sur les modalités de mise à disposition. Donc là, voilà, de pouvoir définir s'il y a très concrètement une participation au fluide, une participation symbolique en termes de loyer. Du côté de Marius Lacroix, de cet hôpital, une contrepartie de cette mise à disposition des lieux, c'est le fait qu'un des ateliers est dédié à l'accueil de patients de l'hôpital sur des plages horaires prédéfinies où les artistes, enfin un artiste ou plusieurs artistes sont disponibles pour les patients qui souhaiteraient pouvoir faire avoir une pratique artistique, faire de la sculpture, de la peinture, enfin peu importe, et être accompagnés ou pas, ils sont vraiment là à la disposition des patients, et encore une fois sur des temps prédéfinis. Ça, c'est une des conditions de leur accueil, on est d'accord? Oui, alors... c'est une contrepartie, mais on reste sur une contrepartie qui doit être véritablement négociée. Et sur la question de la participation, enfin comment dire, du travail qui peut être fait avec les résidents, avec les patients, être attentif au fait que quand vous mettez à disposition un lieu en termes comme une résidence de création pour les artistes, l'enjeu pour eux, c'est de pouvoir y développer un travail de création. C'est pour leur propre travail. Donc l'idée n'est pas du tout de leur demander de passer toute leur journée gracieusement à faire des ateliers avec les patients. Là, l'enjeu, il est plutôt du côté d'une présence artistique au long cours, d'une ouverture de l'hôpital sur la ville et de la ville sur l'hôpital, bien entendu. Et voilà, sur une rencontre, les patients dans cet hôpital restent longtemps et connaissent les plasticiens. Enfin, ce sont leurs voisins, quoi. Il y a quelque chose aussi de très beau qui se passe à cet endroit-là, et puis ils peuvent aller faire des ateliers. En revanche, sur un projet ponctuel qu'on va appeler résidence mission, par exemple, ou résidence de territoire en fonction... là aussi en fonction des régions, il y a des régionalismes. On est plutôt sur l'idée d'accueillir une équipe artistique ou un artiste sur un temps ponctuel. Généralement, si on parle de résidence, c'est que c'est un temps quand même assez long, plusieurs semaines à plusieurs mois. Voilà, on est sur des projets de 6 semaines à 6 mois, 1 an en fonction des projets, avec un objectif de créer du lien, de favoriser la rencontre entre les artistes et toutes les personnes qui sont accueillies, qui vivent, qui travaillent, qui traversent l'établissement de soins, donc patients, personnels, visiteurs, ouverture également, pourquoi pas, sur l'espace extérieur, et avec un enjeu aussi de pouvoir changer les regards sur l'art et la culture et les institutions où ça se passe. On est vraiment sur des enjeux de droit culturel des personnes, alors sans vous
détailler cette notion-là, mais qui est très importante dans la politique culture et santé du ministère de la Culture et du ministère de la Santé. Vraiment, l'enjeu, c'est de permettre à chacun d'avoir des pratiques culturelles tout au long de sa vie. On est vraiment sur cet enjeu-là. Et dans ce cas-là, un artiste, il s'engage dans une démarche à partir de son propre travail de création, de sa propre démarche artistique, pour envisager un projet, des formes, dans les cadres duquel il va montrer voilà, les processus de recherche artistique qu'il met en œuvre, son univers, ce qui le traverse, et inventer des formats de rencontres, d'interventions qui vont bien au-delà des ateliers de pratiques qu'on peut connaître, mais qui sont vraiment voilà, des projets assez singuliers. Et dans ce cas-là, en effet, l'artiste est rémunéré pour ce projet-là. On n'est pas dans une logique de mise à disposition comme je l'évoquais auparavant. Donc ça s'inscrit dans le cadre de dispositifs. Avoir en tête qu'il y a des taux indicatifs de rémunération, alors qui varient légèrement en fonction des régions, en fonction du coût de la vie en région, mais généralement c'est fixé par les DRAC. Et c'est un taux indicatif, c'est-à-dire en deçà duquel vous ne pouvez pas aller, notamment quand vous bénéficiez de subventions du ministère de la Culture, enfin des DRAC ou des ARS pour ces projets-là, et aussi qui vont varier en fonction des professions des artistes concernés. Très bien. Au moins, c'est clair. La différence entre résidence et puis ce fameux projet plus ponctuel, enfin même si ça peut durer plusieurs semaines, mais en tout cas qui avec un objectif beaucoup plus artistique, beaucoup plus culturel, beaucoup plus précis. On imagine bien, Magali, David, que quand on accueille des artistes en EHPAD ou en établissement, il faut un peu se former à tout ça. Ça se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Comment est-ce qu'on peut se former? Comment on lance ce type de projet et comment on se prépare à la venue d'artistes à l'intérieur des établissements pour mener ces deux formes de projet, résidence sur un temps long, un peu avec un objectif uniquement d'accueil et de projets culturels peut-être un peu plus précis, un peu plus courts dans le temps. Oui, très important. Effectivement, on est très attaché au programme de formation. Et c'est un des objectifs, un des axes de travail du ministère. Et donc plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Joanne a parlé des pôles culture et santé, donc qui existent dans beaucoup de régions. Dans certaines régions, il n'y en a pas encore, mais il y a certains pôles qui peuvent aussi proposer des formations à d'autres établissements, d'autres régions. Donc pas hésiter à regarder au niveau des pôles culture et santé. Ils ont une offre de formation et ils sont certifiés Calliope, etc., etc. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, il y a une structure que vous connaissez sans doute qui s'appelle de Culture du Cœur, qui propose des formations aussi, notamment aux travailleurs sociaux, mais aussi au personnel que vous gérez tout au long de vos journées. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder sur Culture du Cœur. Et tout à l'heure, pareil, vos collègues de La Rochelle et de Marseille, sur la dernière table ronde, parlaient du partenariat. Je crois, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'on se forme aussi au long cours en ayant du lien avec nos partenaires et nos collègues. Et je pense que si vous avez envie de mener un projet culturel et artistique, l'idée c'est vraiment, et Joanne l'a dit aussi, d'aller voir une structure culturelle, d'aller rencontrer des artistes, rencontrer des collectifs artistiques et d'échanger, de parler et de voir ensemble ce qu'on peut faire ensemble, et aussi se former aussi au droit culturel, parce que Joanne en a parlé aussi. Le droit culturel, c'est permettre à toutes et tous de pouvoir porter sa propre culture, pratiquer sa propre culture, mais aussi d'en découvrir une autre, de pratiquer des arts et de la culture. Donc c'est aussi discuter avec les résidents, avec les personnes accueillies, et puis monter en compétences. Et 3 choses aussi à vous dire qui peuvent vous intéresser. Il y a une plateforme qui s'appelle Lire en établissement de santé et médico-sociaux,
Fédération interrégionale du livre et de la lecture. J'ai mis des petits dépliants sur le stand de la FNADEPA. On fait des webinaires à peu près 2 fois par an pour présenter cette plateforme. Si vous tapez sur un moteur de recherche, plateforme lire en établissement de santé médico-sociaux, vous avez une boîte à outils qui vous permet ou qui va permettre à vos équipes de savoir comment on monte un projet livre et lecture dans son établissement. Et la FIL peut vous aider. Deuxième chose, les microfolies. Peut-être que certains connaissent, d'autres non. Il y a beaucoup de microfolies sur les territoires, environ 500, je crois, le dernier chiffre, pilotées par la Villette. Microfolies, c'est les musées numériques qui sont installés en région. Et là, c'est pareil, il y a des microfolies qui sont mobiles, donc qui peuvent se déplacer dans vos établissements ou qui peuvent accueillir vos publics. Donc ça, c'est pareil, ça peut être un sujet. Et troisième chose, le ministère de la Culture est en train de développer des visites virtuelles et la réalité virtuelle pour que vos publics qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des difficultés à se déplacer, ou même les publics en ruralité, puissent découvrir des musées. Et donc ça, c'est pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On est en train de déployer tout ça. Donc voilà, la formation, ça peut être très très large, formel, informel, et surtout... les DRAC sont aussi, les conseillers et conseillères DRAC sont aussi des personnes vraiment ressources qui peuvent aussi vous aiguiller sur voilà, comment on monte un projet et comment le faire, en tout cas sur le périmètre ministère de la Culture, donc hors art-thérapie. D'accord, ouais, c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que vous me donnez beaucoup de conseils en direct, mais j'ai l'impression que quand on a un projet pour vraiment rentrer dans des choses plus spécifiques, il ne faut pas hésiter à vous contacter. Il y a plein d'infos déjà disponibles qu'on ne peut évidemment pas évoquer là. On ne peut pas parler de tout, évidemment. Sophie Doré, juste sur cette question de la résidence d'artistes, vous êtes en contact avec de nombreux artistes. Oui. Ce qu'on a détaillé, le fait d'accueillir des artistes, soit au long cours comme ça, soit à partir d'un projet culturel plus précis, est-ce que c'est complexe tout ça à mettre en place? Comment ça se trouve un artiste qui veut intervenir en EHPAD? Voilà, comment ça se passe tout ça? Alors, complexe, je dirais pas complexe, c'est exigeant, mais c'est pas forcément complexe. Si vous voulez, on va faire autre chose. En tant qu'acteur de terrain, je vais vous lister les freins, et comme ça, on va vite les lever, comme ça, vous serez rassurés. Pour moi, la première chose à garder en vigilance, c'est la temporalité différente. Entre le monde du médico-social et le monde artistique, il n'y a pas les mêmes rythmes de travail. Là où dans le médico-social, il y a une continuité, il y a un rythme de soins. L'artiste, lui, va travailler en projet, en cycle, en séquence. Donc, il faut trouver un dialogue là-dedans, hein, dans ces rythmes de travail, pour que vous restiez confortable. Donc ça, déjà, quand vous allez rencontrer un artiste, une compagnie artistique ou une structure, qu'elle soit scène conventionnée, musée ou une association culturelle comme la nôtre, déjà, dites-vous, bon, on n'a peut-être pas la même typologie, on n'a peut-être pas le même rythme, le tout c'est de communiquer. Donc on en vient au point de la logistique, qui serait le deuxième frein, mais qui est, à mon sens, facile à lever. Toujours pareil, il faut communiquer. Ce qui peut paraître évident pour quelqu'un dans le médico-social, on parlait du rythme, du respect des temps de soins. C'est pas forcément quelque chose qu'un artiste a l'habitude. Voilà. Nous, on a dû apprendre à se dire, bon, ben, on va pas appeler quelqu'un en EHPAD à 10h du matin, à 11h, ils sont dans les chambres. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être, ce qui vous paraît évident, parlez-en avec les personnes que vous avez en face de l'artistique. Et j'aurais tendance à dire de même pour les artistes et pour le milieu culturel. Parlez de vos demandes. Sur la logistique, parfois, il y a la question du lieu. Nous, on demande souvent aux directeurs d'établissement ou aux animateurs d'établissement quelle hauteur sous plafond vous avez. Et puis, certains nous regardent avec des grands yeux, mais pourquoi? Mais selon la programmation, par exemple pour de la danse ou pour du cirque, il y a besoin d'une certaine hauteur sous plafond, d'une certaine place, disposition. Voilà. Donc tout ça, ça se règle facilement, hein, mais c'est à garder en tête pour que l'échange et le projet puissent se créer au niveau qualitatif et durable. Enfin, je dirais, du coup, ça va être la coordination de tout ça qui peut prendre du temps, donc peut-être à ne pas négliger, ou alors, dans ces cas-là, et là, on va regarder les leviers existants, c'est ce qu'ont présenté Joanne et ce qu'ont présenté Magali, vous tournez vers des structures, vous faire accompagner,
Et voilà, c'est des structures institutionnelles ou les scènes conventionnées, encore une fois, les musées, les associations culturelles qui vont pouvoir échanger avec tout, ou les artistes ou les compagnies également. Tous les dispositifs de soutien financier, bien sûr, qui peuvent, voilà, bon, vous avez déjà listé, qui peuvent vous aider à mettre ça en place. Et surtout, et ça peut paraître simple, mais prenez du plaisir. Prenez plaisir à réaliser ça et d'expérience, ça fait quelques années maintenant, ça se passe toujours bien. On arrive à faire de très très belles actions, toujours. Très bien, je vous remercie beaucoup. On peut, dans un premier temps, applaudir nos intervenantes. Et on va se diriger vers quelques questions de la salle. Est-ce qu'on a eu beaucoup d'informations, hein. Je ne sais pas si vous avez tout enregistré. Moi, si je devais monter un projet, je les rappellerais quand même l'une ou l'autre, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des... D'accord. Est-ce qu'il y a voilà, monsieur. Oui, bonjour. Bruno Modica, d'Espace Social à Nîmes, dans le Gard. C'était pour acquiescer à ce que dit Sophie. Sur le fait que le domicile peut participer, enfin les services de domicile peuvent participer au festival Épadons-nous, puisque depuis, alors c'est pas 1 an et demi, hein, je crois que c'est depuis 2020, où on travaille à la fois à aller voir les spectacles dans des EHPAD, au pôle gérontologique de Anne Mensuel à Nîmes, et où on a même pratiqué des ateliers avec des gens du domicile. Mais pour nous, c'est assez compliqué quand même en logistique. Donc j'ai une question à partir de ça. On dit que le domicile, tout ça est accessible au domicile, mais j'avoue ne pas très bien comprendre comment, en dehors de ce qu'on a fait avec Sophie. Elle se moque de moi derrière, mais je ne sais pas pourquoi. Déjà, bonjour Bruno, je ne t'avais pas vu. Et l'autre chose, c'est qu'on a aussi utilisé alors la FNADEPA du Gard, l'association du festival Épadons-nous, pour accueillir, lors de nos colloques, ça je dis ça aux collègues qui organisent des colloques, des musiciens grâce au vivier du festival. Donc c'est vraiment un numéro de téléphone à récupérer à la fin que celui de l'association du festival Épadons-nous. Et ah oui, merci Bruno. On parle d'EHPAD, est-ce que les résidences autonomie, c'est possible aussi? Et les résidences services seniors, pardon, non, autonomie. Alors déjà sur la question du domicile et ensuite, effectivement, des résidences autonomie, Sophie. Alors du coup, effectivement, merci Bruno Modica, Espace Social. Du coup, on a travaillé ensemble à faire venir du public hors EHPAD lors des actions. Et pour la question, bien sûr, résidence autonomie et résidence service, je vous retourne la question. On se pose la question de changer le nom, parce que Épadons-nous parfois fait peur, pour quand on rencontre voilà, des directeurs de résidence autonomie, de résidence service. Donc, bon, voilà. Est-ce qu'on vient avec vieillissons? Est-ce qu'on peut quand même venir avec Épadons-nous? Bon, ça, c'est nos questions internes pour ça. Voilà. Après, pour la question du domicile... pour les aides. Je vais vous répondre du coup. Alors, 2 choses. Effectivement, c'est pas simple le domicile parce que ça demande, vous le savez, de mailler un partenariat énorme. Ça demande de pouvoir, c'est pas pareil d'intervenir chez une personne, d'avoir son consentement, de pouvoir aussi savoir vers qui on va aller. Et donc 2 choses, vous pouvez regarder, il y a des projets, un en Occitanie qui s'appelle Derrière le hublot et un autre qui s'appelle Vieillir vivant en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est des projets qui sont passés au domicile, qui sont très très bien documentés. Vous pouvez taper sur ce moteur de recherche, vous verrez, et contacter les équipes artistiques et les partenaires qui ont travaillé sur ces projets à domicile. Donc c'est vraiment des artistes qui allaient à domicile pour pratiquer avec les personnes. Théâtre, danse, art plastique, etc. Et il y avait aussi vraiment la prise en compte des équipes d'aide à domicile. Donc voilà, il y a des choses qui se passent, c'est vraiment pour l'instant à la marge, mais il y a des choses qui se passent. Et le ministère de la Culture, on est en train de travailler avec le ministère de la Santé pour justement aller former les aides à domicile dans le cadre des heures de lien social.
pour qu'elles puissent aussi, dans ce cadre d'heures de lien social, pratiquer de l'art et de la culture avec les personnes. Donc on est en train de réfléchir à ça, notamment avec le groupement des animateurs en gérontologie, le GAG, certains de vous que le connaissent, et on en a parlé aussi avec le réseau francophone des Villes Amies des Aînés. Donc voilà, vous tapez pile là où on est en train de travailler, mais effectivement, c'est beaucoup moins simple qu'en établissement, bien entendu. Peut-être pour compléter, pouvoir envisager ces projets, non pas en tant que projet uniquement pour le service de soins à domicile, parce qu'en effet, c'est assez complexe. On y a réfléchi, on se disait, alors qu'est-ce qu'on fait? On met un artiste dans la voiture de l'aide à domicile, mais alors il faut que sa tournée, elle corresponde aux personnes qui ont dit oui. Enfin, vous imaginez les galères en termes de planning. Des choses plus souples à envisager, c'est dès lors qu'on peut connecter à des projets qui se déploient à une échelle de territoire. Alors, ça implique du travail de partenariat, de territoire, mais qui se met souvent déjà en place de fait, avec des résidences, des EHPAD qui sont déjà ouverts sur leur territoire de proximité, et se dire qu'un projet culturel qui va pouvoir concerner, je ne sais pas, un IME, 2 classes d'école, et puis pourquoi pas le centre social, en fait, si ça se trouve, la proposition, elle peut se décliner chez 2 personnes hospitalisées à domicile, voilà, avec un impromptu, et c'est beaucoup plus simple de ce fait-là à mettre en place. Un exemple ici en Nouvelle-Aquitaine, en Charente-Maritime, on a une association qui s'appelle la Motofée, qui organise essentiellement une programmation de diffusion culturelle en milieu rural, et qui avait imaginé, avec une équipe artistique qui était en résidence de création, l'équipe artistique avait souhaité pouvoir utiliser des triporteurs pour tout simplement aller chercher quelques personnes à domicile et les emmener voir le spectacle qui était restitué en extérieur. Enfin, voilà. Et donc, vous voyez, c'était un partenariat avec l'aide à domicile en milieu rural, avec cette association-là. Ça ne concernait pas grand monde, mais de fait, ça permettait quand même à 5-6 personnes d'assister à un projet culturel en milieu rural. Très bien. Une autre observation ou question. Bonjour, Olivier Delrieux. Je dirige un SAD à Nîmes, le Château-Silleul. Et je voulais revenir sur la réponse de Madame David à mon collègue. Plutôt que d'amener des artistes au domicile, ce qui effectivement nécessite des moyens qui sont énormes et qui de toute façon ne peut pas se généraliser, c'est plutôt d'avoir les moyens d'aller chercher les gens au domicile pour les amener vers des lieux culturels. Par exemple, dans ce qui se fait dans l'EHPAD d'Anne Mansuel à Nîmes. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense que c'est même complémentaire. Je pense qu'on peut réfléchir à ces 2 volets-là, effectivement. Mais oui, bien sûr. En plus, ça dépend de l'autonomie des personnes, mais il y a des personnes qui sont totalement en capacité encore de se déplacer et ce serait très très bien qu'elles puissent aller se déplacer ailleurs. Après, il y a des personnes qui ont vraiment malheureusement une incapacité pour se déplacer. Mais oui, je pense que c'est effectivement des choses complémentaires. Et peut-être là aussi pour compléter, vous précisez que si on parle beaucoup d'emmener les artistes, c'est parce qu'en fait au ministère de la Culture et donc dans les DRAC, ce qu'on peut financer, c'est avant tout les interventions d'artistes, la rémunération des artistes en fait. Nos crédits sont fléchés là-dessus, d'où une difficulté quand on est sollicité par exemple pour financer uniquement un transport, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sollicité sur ces sujets-là. Et encore une fois, on peut conseiller, et notamment dans le cadre de projets de territoire comme celui que je vous citais, et avec des accompagnements qui prendront différentes formes. Mais voilà, c'est aussi pour ça, il faut avoir en tête que, en tous les cas, nous, très directement, sur les moyens qui sont mobilisables, ils le sont sur la rémunération des artistes et les frais annexes au travail des artistes. Très bien. Il y a une autre question ou intervention. Oui, bonjour. Alors, je pense que vous avez commencé à répondre à ma question. Ma question, c'était, effectivement, ça finance des artistes, mais pour que nos résidents deviennent des artistes,
Effectivement, je n'ai pas encore trouvé le levier de financement au niveau de la DRAC. Nous, ça fait 9 ans qu'on porte un projet cirque. Et cette année, on a essayé de chercher à ce que nos résidents deviennent vraiment, vont à l'école de cirque et deviennent des artistes qui se produiront sur le spectacle. Et aujourd'hui, j'ai eu une petite fin de non-recevoir au niveau de la DRAC. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que l'art vient aux résidents, mais quand c'est les résidents qui deviennent les artistes, je me demandais s'il y avait ce type de réflexion. C'est une question qui est très intéressante. C'est une question très intéressante, en effet. Et c'est là où on tombe un peu après dans les lignes de ce qu'une administration finance ou ne finance pas. Nous, l'enseignement, la professionnalisation des artistes, c'est essentiellement financé par le ministère de la Culture dans le cadre du soutien aux écoles supérieures. C'est ce soutien-là que ça prend. Donc c'est dans le cadre du dialogue avec ces écoles-là qui, a priori, n'intègrent pas tant la dimension de formation continue, ou en tous les cas pas pour des publics aussi âgés que les personnes en EHPAD ou les personnes âgées. Mais simplement préciser aussi que la question de la pratique artistique et de la pratique artistique pour les résidents, c'est plutôt à cet endroit-là qu'on peut intervenir. Et donc là aussi avec des moyens qui peuvent venir soutenir le fait que des artistes vont accompagner les résidents dans le cadre de projets où là ils seront amenés à pratiquer. Et si c'est pas directement pour le projet que vous montez spécifiquement, ça peut être des projets qui viennent le nourrir en fait en complément. Vraiment là, il faut pouvoir échanger sur les dispositifs qui existent. Merci. Et juste une réponse pour Sophie. En résidence autonomie, après on en parlera avec les collègues, mais si on parle de la genèse du projet, c'est pas forcément gênant que ça continue à s'appeler EHPAD en nous. Par contre, il faut pouvoir intégrer les résidences autonomie dans votre communication. Avec plaisir. Alors, il y a encore une question derrière, juste là, voilà. Bonsoir, je dirige un EHPAD à Saumur, donc dans le Maine-et-Loire. Je dépends de la région Pays de Loire. Je voulais savoir quand pensez-vous que votre festival EHPAD en nous puisse intégrer notre région? C'est une excellente question. Alors, ça ne sera pas 2026, puisque les 2 nouvelles régions, ça sera Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes, et ça demande beaucoup de moyens humains et de soutien. Voilà. Allez, on peut se dire peut-être qu'on va y travailler ensemble pour 2027, si vous voulez. J'espère. Avant que je parte à la retraite, j'aimerais bien pouvoir le mettre en place. Merci. Oui. Avec plaisir. Bon, on a le temps avant la retraite, on a le temps. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. On peut applaudir nos 3 intervenantes. Ouais, un dernier mot peut-être de Magali, David. Un dernier mot, parce qu'on n'a pas arrêté de dire contactez-nous, mais en même temps, vous n'avez pas de contact. Ouais. Enfin, il y avait le dessin quand même qui montrait tous les fils pour vous emmener à Magali, David. prénom.nom@culture.gouv.fr, magali.david@culture.gouv.fr. N'hésitez pas pour vos collègues qui m'ont déjà rencontré, ils savent que je réponds à absolument tout le monde. Très bien. L'information est passée. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. On applaudit une nouvelle fois nos 3 intervenantes. Merci. Merci à vous.